Je voudrais repartir en fait au départ de cette relation si particulière, de cette relation de l'enseignant. Alors enseignant, qui dit enseignant dit formateur, hein. Je veux dire, je ne veux pas mettre le terme, et vous connaissez peut-être ce triangle tant dévoilé, tant connu, j'allais dire, de Jean Housset, qui présente ce triangle pédagogique entre l'enseignant, l'apprenant et les savoirs. Alors les savoirs, ils sont bien sûr individuels, mais pas uniquement. Mais en présentiel, on a beaucoup travaillé sur ces dimensions-là, autour euh, de focuser pas mal sur qu'est-ce que le savoir, sur produire le savoir, qui était vraiment la raison aussi d'être, et que ces savoirs puissent être acquis par l'apprenant. Donc, trois dimensions, hein, c'est des dimensions autour de la relation didactique, de la relation d'apprentissage et de la relation pédagogique, autour de la formation, plus orientée, elle, plus orientée autour des capacités et des compétences, et plus orientée autour des savoirs en tant que tels. Alors, pourquoi je pose ça? Parce qu'il y a une autre dimension quand même qui vient se greffer naturellement, qui sont aussi, alors qui sont induits dans l'entreprise, hein, qui sont aussi les savoirs collectifs. Parce que le formateur, il a bien sûr une relation à l'individu, mais aussi une relation au groupe. Et cette relation au groupe, dans un dispositif de type présentiel, cette relation au groupe, elle est souvent limitée par un instant T où on est tous ensemble. Et elle est importante parce qu'elle a toute cette dynamique de groupe, elle joue beaucoup dans les processus de formation. Et en présentiel, on voit bien que ces savoirs collectifs, alors parfois sont effectivement très limités dans l'espace-temps en tant que tel, mais sont très présents aussi dans la relation de l'enseignant, alors non plus cette fois-ci à l'apprenant, mais au groupe d'apprenants. Alors c'est pour ça qu'il m'a semblé important de les ramener. Lorsqu'on est en présentiel, on a ce que j'appelle moi un système de structure, un système relationnel, donc avec une approche un peu systémique, qu'on va considérer comme étant délimité. C'est-à-dire, alors, délimité, j'ai pas dit de limité parce qu'on peut faire plein de choses. Il y a des limites, bien sûr, mais elle est surtout délimitée dans un cadre. Dans un cadre qui est un cadre synchrone. Alors vous me direz, c'est pas tout à fait vrai, ça, Samuel, parce que on peut très bien faire de l'asynchrone aussi dans de la formation présentielle. C'est vrai, le travail intercession, on peut faire beaucoup de choses. Mais dans la pratique, quand on y regarde d'un petit peu plus près, c'est vrai lorsqu'on est sur des cursus un peu longs, dans des parcours un peu longs, et quand on regarde souvent cette dynamique autour, enfin toute cette logique autour du stage de formation, on se rend bien compte que très souvent, le travail, l'apprentissage en tant que tel se fait et est prévu dans l'espace synchrone, hein, dans l'espace où on est vraiment ensemble. La dimension asynchrone est assez peu exploitée, excepté dans des cursus longs ou des formations initiales ou dans des cursus de formation initiale où là, effectivement, on voit ça de façon plus précise. On a donc cette notion de la contrainte du temps. Donc on a cadré, on a un espace pédagogique qui est contraint par cette dynamique, par cette dimension, pardon, du temps. Hein, donc, que ce soit le stage, que ce soit l'heure de formation, peu importe, on a cette espèce de contrainte temporelle qui est très forte. Et puis, on a souvent, pour ne pas dire toujours, mais c'est pas toujours, mais enfin c'est quand même très souvent ce qu'on appelle un vecteur unique. Qu'est-ce que c'est que ce vecteur unique dans ce processus? Ben, il est de différentes natures. Il est principalement, c'est le vecteur de l'enseignant ou du formateur. Très souvent, l'apprenant, dans le processus d'apprentissage, n'a en lien, en termes de ressources, ben, toutes les ressources qui lui arrivent sont fournies. Hein, donc on est bien dans une relation de l'enseignant et du formateur vers l'apprenant, vers le groupe d'apprenants. Donc on est souvent dans une relation de vecteur unique. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas d'autres sources, mais souvent dans le processus d'apprentissage, on voit bien que cette source, le vecteur est unique. L'autre chose aussi qui est importante d'apprendre pour poser vraiment les choses et pour voir ce que ça va peut-être bouger, tout ça, eh bien, c'est de se rendre compte aussi que l'environnement autour des savoirs collectifs,
autour de la capitalisation des savoirs et donc de tous ces savoirs collectifs qui peuvent avoir lieu, notamment dans les stages de formation, on se rend compte que la capitalisation de ça, que le faire vivre ces savoirs collectifs, de faire évoluer ces savoirs collectifs, ça me fait penser notamment donc à toutes ces dimensions du knowledge management, hein, dont on a, je veux dire, beaucoup entendu parler dans les années 90 et c'était souvent, ça se réduisait finalement à un vœu pieux parce que dans la mise en œuvre, c'était très complexe à mettre en œuvre. Hein. On se rend bien compte que faire vivre les savoirs faire capitaliser ces savoirs qui ont été acquis collectivement, c'est quand même très complexe dans une organisation. Très souvent, on ne revoit pas les stagiaires avec qui quand on était en interentreprise. Très souvent, lorsqu'on était lorsqu'on a mis en place, lorsqu'on a appris des choses, travailler sur la dimension de l'appropriation, de la dimension du transfert en compétences dans le poste de travail et pouvoir partager les retours d'expérience, etc., etc., on se rend bien compte que oui, c'est possible. Oui, dans l'absolu, tout le monde est d'accord pour dire que c'est efficient et que pédagogiquement c'est important, etc. Mais dans la pratique, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Donc cette dimension des savoirs collectifs, eh bien, voilà, elle est parfois un peu difficile, complexe à mettre en œuvre. Et donc, elle est souvent portée par un vecteur qui n'est pas le vecteur du formateur, mais portée lorsqu'elle existe par un vecteur qui est plus un vecteur ou de communication interne ou de ressources humaines, hein, et pas par le vecteur du formateur en tant que tel. Hein. Donc ça, c'est un point que je voulais rappeler pour bien préciser où était le cadre dans lequel tout ça s'inscrit. Voilà, alors, enfin, et avant de passer la parole à Jean-Jacques, je voudrais juste rappeler que dans un système de formation ouverte et à distance, alors que vous l'appeliez formation ouverte et à distance, que vous l'appeliez système hybride, que vous l'appeliez blended learning, enfin bref, comme vous voulez, hein, moi voilà, j'ai pas de chapelle particulière là-dessus. Simplement, le système change et pour moi, la posture bouge un peu aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est beaucoup plus dans ces logiques, ce que j'appelle de cercles internes et externes. C'est-à-dire, notre apprenant, lui, déjà, sa place, hein, juste avant, vous vous souvenez, la place de l'apprenant, elle était sur ce triangle. Hein. Eh bien, pour moi, aujourd'hui, la place de l'apprenant, on voit bien qu'elle est clairement au centre. Clairement au centre parce que, clairement au centre à la fois pour des raisons, je vais dire de positionnement, c'est-à-dire que tout passe par l'apprenant, hein, c'est sa fameuse, alors, la chose c'est beaucoup cette adresse mail là dont on parle tout le temps, mais qui symbolise bien l'apprenant au cœur du système. Et donc, il y a toujours cette dimension des savoirs individuels et des savoirs collectifs, bien sûr. Il y a toujours ce besoin d'apprendre pour lui. Mais les ressources, le vecteur vers lui est multiple dans un système de formation ouvert et à distance. C'est-à-dire qu'il vient de l'interne, c'est-à-dire que le formateur est un des vecteurs, mais pas seulement. Il peut y avoir d'autres sources d'information. Et donc ça, et surtout, c'est en continu. Donc ces sources d'information-là, elles peuvent être continues, elles ne s'arrêtent pas forcément dans une temporalité. Et puis, les sources peuvent être aussi externes. On voit bien qu'avec le numérique, avec le digital, l'une des premières sources d'information lorsqu'on se pose une question, c'est Wikipédia, Google, etc. Ça veut bien dire que oh ben, on va d'abord aller sur les réseaux pour chercher ces informations, et puis après on va les confronter, puis après on va avoir besoin de les discuter, de les partager, d'aller voir auprès d'un expert pour pouvoir vérifier, pour aller plus loin, pour travailler, pour apprendre plus, pour être peut-être dans le savoir-faire, etc. aussi. Alors tout ça, on voit bien que ce système ouvert travaille dans les deux directions au niveau de la réception et de l'émission. Ça, c'est un des premiers points qui change la donne et qui va changer la donne par rapport au formateur aussi. Alors, c'est là que se pose la question du formateur. Le formateur, lui, dans tout ça, ça va être quoi son rôle? D'enseigner sûrement, de former toujours. Mais il y a peut-être d'autres choses aussi. Hein, où est-ce qu'il va se placer par rapport à ça? Où est-ce qu'il va
agir, comment, entre l'interne, l'externe, etc. Quel va être son rôle réellement dans les savoirs individuels et les savoirs collectifs? C'est là que se posent les choses. Mais ce qui est sûr et ce qui change considérablement l'environnement de ce formateur, c'est le fait que l'apprenant, lui, il ne va plus être une source, ça c'est la première chose, il ne va plus être un vecteur unique vers l'apprenant. Et que l'apprenant va être autant informé, autant potentiellement avoir de l'information par des tas d'autres sources que celle du formateur. Et donc, c'est lui qui va gérer sa formation. Bien sûr, il y aura des objectifs qui pourront être fixés par, voilà, par effectivement une institution, etc. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce positionnement-là, ce changement de posture de l'apprenant, va amener pour le formateur énormément de changements également dans sa posture, dans sa relation, dans ses interactions. Voilà. Ce que je voulais dire en préalable au niveau de la structure et de l'approche un peu système qui va jouer beaucoup autour de l'ouverture de l'environnement du formateur. Alors, je vais laisser la parole à Jean-Jacques. Jean-Jacques, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu plus précisément de ce qui change concrètement dans cet environnement de formation. Très bien, merci Samuel. Une petite question que j'ai notée là avant qu'il y ait beaucoup de questions. Est-ce que les participants à ce webinaire pourront disposer du support? Alors, oui, enfin, on pourrait remettre en PDF effectivement le support, il n'y a pas de souci pour les. On D'accord. pourra leur adresser par mail le support, effectivement, pas de problème. Très bien. Effectivement, la formation change. La formation change du fait, on va dire, de cette transformation, on va dire globale, digitale des entreprises. La formation se doit d'être d'ailleurs en plus moteur pour l'entreprise. C'est pas le tout d'être en retrait par rapport à la transformation d'entreprise. Moi, je pense réellement que la formation doit être moteur et donc avoir toujours un petit temps d'avance par rapport à ce qui se passe dans les organisations et au jour d'aujourd'hui dans les organisations cette transformation numérique devient une réalité en fait. Hein. On entend parler de foison de nouveaux termes d'ailleurs qui arrivent sur le domaine de l'organisation, hein, les objets connectés, qui n'a pas entendu parler des objets connectés. Les big data sont un secteur énorme sur lequel on va voir émerger de nouveaux business. Et tout ce qui est la révolution, bon, la révolution 2D est passée, la révolution 3D est ici, on voit ça au niveau du cinéma. Et tout ça, bien évidemment, nous fait une réalité qui aujourd'hui est dite augmentée. Alors moi, j'utilise maintenant le terme de formation augmentée. Nous sommes plus dans la formation simple, présentielle, face à face, mais il faut que nous vivions notre temps en tant que formateurs et nous vivions cette période de formateur augmenté. Et donc le terme digital learning, en fait, est un terme global maintenant, hein, qui intègre un petit peu tous les termes, la terminologie que Samuel a cité, le blended learning, l'e-learning tutoré, l'e-learning auto-formation, etc. Et comprendre toutes ces possibilités qui s'offrent au jour d'aujourd'hui pour concevoir et mettre en place donc des parcours de formation dits digitalisés. Alors l'impact de cette digitalisation s'est fait à différents niveaux. Hein, le premier niveau, bien sûr, c'est le temps. En présentiel, numéro un, hein, en présentiel, effectivement, nous sommes dans un temps synchro, nous le formateur est en face à face avec son équipe de participants, et la digitalisation amène une séparation du temps au niveau synchrone et au niveau asynchrone. Donc la possibilité d'utiliser potentiellement ces deux temps dans un même parcours de formation. L'espace, lui aussi, devient un point qui n'est plus un même lieu, mais on peut avoir effectivement des participants qui se retrouvent sur des lieux différents, sur le lieu de l'entreprise, ou pourquoi pas sur le lieu de leur domicile en fait. Hein. Tout est possible aujourd'hui au niveau de la formation, il n'y a pas qu'au niveau de la formation, puisqu'au jour d'aujourd'hui, le télétravail est quand même quelque chose qui est actionné dans les organisations d'un point de vue numérisation, digitalisation et travail à distance. Bien sûr, l'explosion, on va dire, des outils, hein, l'explosion des outils qui sont
en cours, qui sont actifs, qui vont arriver sur le marché. Il arrive pratiquement, on va dire, un outil numérique tous les jours, j'aurais tendance à dire, et qui font réfléchir un petit peu sur la façon dont on peut les utiliser, les intégrer pour participer, les faire participer dans un parcours de formation avec quel que soit le niveau et le type de compétence qui est à développer. Le point 4 ici, c'est l'aspect effectivement qu'on retrouve en présentiel. Le formateur fait face à un apprenant. Le formateur fait face à un groupe d'apprenants. La digitalisation aussi amène cette notion d'apprenant et de groupe d'apprenants, avec aussi un regard peut-être un peu différent sur le groupe d'apprenants. On va peut-être parler de notion d'équipe, on ira peut-être 2 mots plus tard, et puis la notion réseau. Donc on a un individu qui fait partie d'une équipe et qui fait partie lui-même du réseau. Et moi, le formateur en tant que tel, je vais peut-être naviguer sur ces 3 dimensions, la dimension individu, la dimension groupe, équipe, la dimension réseau, avec une casquette qui sera légèrement différente sur le rôle que je vais avoir à jouer, sur le rôle qui sera attendu dans la continuité du parcours de formation. Ces parcours de formation, on va en dire 2 mots après, effectivement, ils vont être multiples. Donc on va retrouver cette notion de diversité de parcours de formation, avec des activités pédagogiques, ce qu'on a mis ici, bien évidemment qui sont riches et nombreuses en présentiel, et je pense que vous les utilisez pour la majeure partie tous, mais qui aussi sont riches et nombreuses à distance. De la même façon, donc on a aussi une explosion avec l'utilisation des différents outils qui sont à disposition pour créer des activités pédagogiques aussi qui sont extrêmement variées. Tout ceci au travers, on va dire, de la transformation digitale. Donc la transformation digitale nous amène avec moi ce que j'appelle un espace collaboratif virtuel, donc dans lequel on va pouvoir piocher des éléments qui vont nous servir sur la mise en place, la définition, la mise en place éventuelle de notre parcours de formation. Qui n'a pas entendu parler au jour d'aujourd'hui de wiki, de blog, de forum, de réseau social, de plateformes collaboratives, de MOOC, de Cook, de Souk, etc. D'ailleurs, question, au jour d'aujourd'hui, j'avais une petite interrogation, je suis curieux, combien y a-t-il de participants? Une quarantaine de participants, donc ce que je vous propose, c'est de répondre à un petit sondage. Participation, clac. Alors, devrait s'afficher un petit sondage, tout simplement. Avez-vous déjà participé à une classe virtuelle? Oui. Je me rappelle plus, Samuel, si les participants peuvent voir les résultats du sondage. Donc nous avons dans l'instant présent, en temps réel, à peu près quelques personnes n'ont pas encore répondu. Participation à une classe virtuelle que je pourrais appeler, dans un langage barbare, formation à distance synchrone. Donc 44%, une personne sur 2 ont participé. Un tiers des participants n'auraient pas participé à une classe virtuelle. Autre sondage, pour voir un petit peu aussi du côté d'un autre outil que l'on utilise au jour d'aujourd'hui dans les parcours de formation. La même question. Avez-vous participé à un MOOC? C'est intéressant là, au niveau des résultats. Donc au niveau des résultats, voilà, ça s'est stabilisé. Donc 38% ont participé déjà à des MOOC, enfin, ce qui est intéressant. 41% des présents n'auraient pas participé à ce jour à des MOOC. Donc au jour d'aujourd'hui, ces outils sont à disposition pour le formateur concepteur pour mettre en place un dispositif de formation digitale. Et on va retrouver effectivement pléthore d'outils. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, on ne va pas trop parler d'ingénierie pédagogique, mais là, bien évidemment, il y a du changement au niveau des méthodes de conception et de mise en place des parcours de formation au travers des outils digitaux.
pléthore Excuse-moi. d'outils à disposition. Oui, Est-ce qu'il serait possible, juste parce que par rapport à ce que tu viens de dire sur le pourcentage notamment des gens qui ont répondu, etc., est-ce que tu peux revenir juste là, oui, s'il te plaît, et juste nous expliquer un tout petit peu plus, parce que je pense que si certaines personnes n'ont pas participé, notamment à des MOOC, etc., peut-être que les symboles là que tu vois, tous ces espèces de mots un peu barbares que je trouve à l'écran, là, comme ça, est-ce que tu pourrais nous... Tu as, voilà, les 2 minutes, vas-y, pour nous en dire un petit peu plus sur ces mots barbares qu'on voit à l'écran, là, comme ça. alors là, c'est vrai qu'il serait intéressant de mettre en place un petit parcours historique, un petit peu de l'arrivée de ces outils, on va dire, sur le marché des outils numériques. Ce qu'on n'a pas préparé là, ce qui est possible d'envisager. Mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que on distingue différents outils. Ces outils sont des outils qui peuvent être utilisés dans le monde de l'entreprise et qui se développent dans le monde de l'entreprise. Et certains, comme la plateforme de conférence web, hein, la plateforme de conférence web, donc qui est utilisée nominativement en formation comme classe virtuelle, et l'outil par excellence pour faire des réunions à distance. Ensuite, les wikis sont des pages, effectivement, des services super intéressants lorsqu'on travaille en groupe, hein, ça permet de faire du collaboratif, de partager à distance de la communication écrite et d'enrichir au travers d'un groupe de participants une question, une mini-étude de cas sur une thématique quelle qu'elle soit. Est arrivé, on va dire, il n'y a pas si longtemps que ça sur le marché, effectivement, ces outils de formation qui révolutionnent un petit peu l'approche de la formation, que sont les MOOC, en fait. Hein. Les MOOC, donc, sont effectivement on va dire, des univers de formation qui sont orientés vers la masse, on va dire. Hein. Sur un MOOC peut participer 10 000 personnes, en fait. Hein. Donc, on a à l'intérieur de MOOC une possibilité d'accès à une plateforme à distance, des modules de e-learning, d'auto-apprentissage. De temps en temps, on a des conférences web qui sont animées par des formateurs en utilisant les modules de classe virtuelle de ces plateformes à distance. Et puis, on a la possibilité éventuellement d'échanger avec les participants. Les MOOC sont des parcours de formation qui s'étalent sur plusieurs semaines, on va dire entre 4 et 6 semaines, et qui sont la plupart du temps jusqu'à maintenant gratuits, hein, et qui ne le sont pas à partir du moment où on voudrait avoir une équivalente certification, on va dire. Jusqu'à maintenant, 90% des MOOC étaient d'origine anglo-saxonne. Et si on comprend l'anglais, c'est super parce qu'effectivement, on peut avoir à disposition tout le long de l'année des MOOC sur différents et un large spectre, on va dire, thématique. Et en France apparaît petit à petit, effectivement, quelques ouvertures aussi de MOOC à la française qui donnent aussi cette possibilité de pouvoir développer ses compétences dans un domaine précis. Alors, Clome, Cook, Soak sont un petit peu des dérivés, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est un peu loin, mais sont un peu des dérivés des MOOC. Et puis, bien quelque part, bien évidemment, à partir du moment où il y a une idée intéressante qui est mise en place, ça a été au départ venu d'une université, sur le terrain de l'entreprise, on s'interroge sur le fait d'avoir en interne, sur le champ de l'entreprise, son propre MOOC, de façon à les mettre à disposition de ses collaborateurs. Là, il y a un petit piège dans le transparent, c'est le terme BOGO. Si le, la question arrive, BOGO n'existe pas, c'est peut-être un outil du futur. Je vois Spook. Spook, effectivement, c'est aussi une terminologie dérivée des MOOC, et on est vers les petits, on va dire les petits MOOC qui sont orientés vers un public spécialisé. Voilà. S'il y a d'autres questions, on pourra y répondre, bien sûr, Je profite après. juste un instant de te redonner la main pour dire à tout le monde ce que je vois dans le chat, des choses autour de ça. Effectivement, apparemment, dans l'instance qui est ici, nous n'avons pas la possibilité de partager tous les chats entre tout le monde au niveau des questions. Donc, ce n'est pas un souci, puisqu'à chaque fin de partie, nous synthétiserons les questions que je prends au fur et à mesure de façon à pouvoir répondre et n'oublier personne. Donc, vous aurez connaissance des questions et des typologies de questions qui sont posées à chaque fin de partie, hein, puisque nous avons un espace-temps pour ça.
Très bien. Donc là, on a une petite vue sur la diversité, effectivement, des parcours de formation possibles au jour d'aujourd'hui, et qui n'est vraiment qu'une photo à un instant T très simplifiée de l'ensemble des possibilités. Hein. C'est vrai qu'au départ, est apparu les modules de e-learning, hein, de l'auto-apprentissage en fait, hein, en ligne, où la personne se forme sur une compétence donnée. Donc on est dans une formule d'e-learning individuel, c'est ce que je l'ai nommé ici. Et ça remonte déjà à quelques années, on va dire plus de 15-20 ans, où on a la possibilité de s'auto-former. On va pas faire l'historique de la formation à distance, hein, puisque si je posais la question, je peux peut-être poser la question, d'après vous, ça remonte à quand la formation à distance? Vous pouvez mettre une date, au travers utiliser le chat pour éventuellement mettre une date. À quand la première formation à distance? C'est une petite colle là. Qu'est-ce que vous metteriez? 1990, 1994, 1990, 2000, 2005, 1998. D'accord, donc on est dans le 1990. Alors ça fait réfléchir, hein, parce que derrière, je l'ai dit, c'est une petite colle. Euh, Depuis toujours, effectivement, ouais, c'est peut-être la bonne réponse. En fait, la première formation à distance date de 1840, hein, donc il faut relativiser ça avec en Angleterre un questionnement de comment on pouvait finalement former les personnes dans les campagnes, et on a utilisé bien évidemment la poste, l'équivalent de la poste, pour faire les premières formations à distance. Et à chaque fois qu'il y a eu quelque part une innovation technologique, eh bien, a correspondu quelque part un type de formation à distance. Je vous renvoie à la télévision, je vous renvoie au magnétoscope, je vous renvoie au cinéma, etc. Ensuite est venue la notion effectivement de tutorat. On avait la possibilité d'adjoindre au module de formation une personne qui venait en accompagnement du parcours de formation d'auto-apprentissage, et donc quelqu'un prenait ce rôle de tuteur, donc d'accompagnant. On y reviendra un petit peu, puisque on va s'interroger sur le fait si finalement le tuteur c'est pas un métier à part entière avec la digitalisation. Ensuite est apparue effectivement la notion de blended learning. Blended learning, alors pour moi, mais ça, on va pas rentrer dans des discours à pu en finir, c'est l'association pour un parcours de formation, donc d'un mix de formation à distance et de formation en classe virtuelle, pour tendre vers les objectifs globaux de formation. Ensuite est apparue la notion de effectivement travailler en groupe, possibilité, donc la mise à disposition d'un espace d'interaction qui permet effectivement à des groupes, des sous-groupes de travailler en commun au travers d'une mini-étude de cas, voire d'un projet correspondant donc au développement de compétences correspondantes. Et puis pléthore avec les MOOC, les Serious Games, autres outils numériques à disposition pour arriver dans l'ère que j'appelle ici e-learning avancé, avec un mélange possible d'utilisation d'une plateforme type LMS par exemple, avec des modules de e-formation, d'auto-formation, des personnes à disposition en tant que tuteurs, des formateurs qui animent des classes virtuelles, la possibilité d'avoir des serious games qui sont déclenchés aussi au travers de la plateforme LMS, etc. Donc un mélange divers et variés qui est à disposition des concepteurs de dispositifs de formation pour rentrer dans ce digital learning global qui n'a pas fini de s'arrêter pour moi. Alors l'intérêt, l'impact de la formation à distance, quelque part, moi ce que j'en retire aussi de mes années, on va dire, de pratique de la formation à distance, et ce que j'apprécie vraiment, en fait, c'est l'acquisition de la compétence dans le temps et dans l'espace, en fait. Hein. Une formation à distance, on est quand même bloqué sur un certain nombre de jours, entre guillemets bloqué, et au travers des 3 ou 4 jours, se crée bien évidemment un groupe d'apprenants extrêmement riche au niveau des interactions, puisqu'on est en face à face, mais malgré tout, manque cet aspect temporel, durée de l'intégration de la compétence dans le temps. Et la formation à distance nous permet de travailler dans la durée. Et c'est un des grands plus que moi je mets en avant.
C'est une compétence sur laquelle on va pouvoir travailler, développer, revenir, avec la possibilité d'utiliser la compétence sur le lieu même du travail. C'est ça qui est intéressant, et de pouvoir faire des débriefs, de pouvoir faire des échanges, des partages avec les groupes d'apprenants tout au long du parcours de formation. On a la possibilité, comme vous l'avez compris, bien évidemment, par rapport à un parcours de formation, d'avoir des individualisations de parcours, et en fonction des apprenants, de qui ils sont, de leur expérience, etc., on va pouvoir individualiser le parcours de formation du dispositif global. Donc ça, effectivement, ça permet de toucher vraiment là où il y a matière à développer les nouvelles connaissances, et ça c'est important. Et aussi, on peut travailler sur la personnalisation. Le travail sur la personnalisation est un travail important où on a le développement un petit peu quelque part de l'identité même, on va dire, de l'apprenant au travers du dispositif de formation. Et là, on mettra peut-être une casquette un peu différente au niveau du formateur. La dimension relationnelle, ben oui, il y a un impact sur la dimension relationnelle, bien évidemment, comme vous pouvez bien le penser. J'aurais repris les termes ici, individu, groupe, équipe et réseau, sur lesquels on reviendra un peu plus tard dans le webinaire, puisqu'on va parler un petit peu de l'impact sur cette dimension relationnelle. Alors, Jean-Jacques, donc, oui, donc Jean-Jacques, je vais prendre la main sur cette partie-là, parce que juste avant que nous allions directement aux questions, parce qu'il y a beaucoup de questions intéressantes hein, dans le chat, donc on va en parler, mais je voulais juste faire un petit focus, un petit peu plus sur les aspects cognitifs et comportementaux. À savoir que ce qui change aussi, on a parlé de l'apprenant qui va être au cœur. Aujourd'hui, en termes d'usage et de besoins, l'apprenant, bon, il a toujours les mêmes besoins d'apprenant, hein, je le rappelle, au cas où les besoins de l'apprenant, bon, c'est toujours les mêmes, on peut les reprendre dans la pyramide de Maslow, hein, en lien, hein, c'est le besoin de sécurité, c'est-à-dire en formation présentielle, c'est un des besoins que l'on a aussi, c'est-à-dire le fait qu'on fait on donne des moyens à cette formation présentielle, on accueille les gens, on les met dans de bonnes conditions pour apprendre, etc. Tout ça, ce sont des facteurs sécurisants hein. Pour apprendre, il faut être en sécurité hein, dans son processus d'apprentissage. Et puis, on a aussi les besoins d'appartenance hein, autour aussi de cette, on le voit bien en formation, que ce soit présentielle ou à distance, ça c'est toujours vrai. Les besoins de l'apprenant, ils sont toujours autour aussi de pouvoir se mesurer, non pas pour dire je suis meilleur ou moins bon, c'est pas ça, mais pour pouvoir mesurer sa progression. Hein, c'est ce qu'on appelle en formation la métacognition, savoir avoir la conscience de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas, de ce qu'il nous reste à apprendre, etc. Donc ces besoins-là autour de ces besoins à la fois d'appartenance, à la fois d'estime de soi, à la fois d'affirmation de soi, c'est-à-dire que apprendre, c'est progresser, et apprendre, et il y a une donnée qui est importante, c'est le besoin je vais dire la posture de l'apprenant, hein, vraiment pour l'apprenant, c'est l'efficacité personnelle, c'est-à-dire ce sentiment d'efficacité personnelle qui est très important, notamment dans l'andragogie, c'est-à-dire la formation pour adultes. Alors tout ça c'est vrai, et ça reste vrai, et ça restera vrai que vous le fassiez en présentiel, en distance ou peu importe. Mais il y a une dimension qui est différente à mon avis. Aujourd'hui, de par la manière dont les gens vivent et utilisent et ont l'usage du numérique dans leur quotidien. C'est-à-dire que le numérique aujourd'hui, il est partout. Et il est partout et il est ce qu'on appelle multi-device, c'est-à-dire vraiment, peu importe le support, que le soit le téléphone, le portable, etc. Et aujourd'hui, il y a une chose que les marketing. Alors, moi, j'ai un peu travaillé avec des gens du marketing aujourd'hui de la sociologie liée au numérique notamment, et qui disent ceci. Il y a une chose qu'on appelle le solo-mot. Alors, le solo-mot, c'est vraiment de dire aujourd'hui les besoins des usages dans les modes d'apprentissage, mais aussi de vie et aussi de collaboration, etc. C'est social. Les gens ont besoin de ça, c'est-à-dire que c'est pas à distance, mais loin d'eux. C'est la proximité, qu'elle soit à distance sur le plan du lieu ou le plan temporel, ça ce n'est pas très grave. Mais ce qui est important, c'est la dimension sociale. Aujourd'hui, les gens en ont réellement besoin et ils l'affichent, ils l'affirment et le portent. La dimension locale, c'est-à-dire c'est proche de moi. C'est-à-dire on est
de plus en plus, hein, les sociologues se rendent bien compte que l'histoire de dire en même temps il y a la mondialisation, il y a tout ça, mais en même temps on a de plus en plus besoin d'avoir des choses et d'être en lien avec ce qui est proche de nous, de savoir ce qui se passe à côté de nous. Donc ce besoin du local, d'avoir par exemple des retours d'expérience très opérationnels, d'avoir la possibilité de tester sur place, d'avoir la possibilité d'échanger avec des gens qui sont comme moi, qui font comme moi, pas loin de moi, etc. Tout ça sont des vrais besoins. Et puis l'autre dimension qui est la dimension de la mobilité. Aujourd'hui, c'est un vrai besoin. C'est-à-dire il devient difficile, et notamment à des générations jeunes aussi, j'allais dire en dessous de 25-30 ans, de dire cette notion de mobilité est extrêmement importante. C'est-à-dire que je dois pouvoir avoir tout en temps utile quand j'en ai besoin, au moment où j'en ai besoin. C'est vraiment cette notion du juste à temps, du juste assez. Alors ça, c'était déjà vrai dans les années 2000 quand on commençait à parler du e-learning. On voyait bien l'intérêt de ça, mais aujourd'hui, il y a une autre dimension qui se rajoute, hein, c'est la dimension du juste pour moi. Il faut que ça soit juste. Juste pour moi, c'est-à-dire pas seulement pour moi, mais adapté à moi. Adapté à ce que je suis, adapté à comment je travaille, adapté à mon environnement, adapté à ce que j'attends et à ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est un point important. Et toute ces dimensions-là, elles sont extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'efficience du dispositif pédagogique est au cœur de toutes les questions que l'on peut poser. Moi, j'ai fait un certain nombre j'ai participé à des études, etc. là-dessus. Et à chaque fois, les mêmes données remontent. C'est-à-dire que l'apprenant, aujourd'hui, ce qui est important pour lui, s'il place dans ses priorités, c'est pas simplement d'économiser du temps, mais c'est l'efficience. Ce qu'il veut faire, ce qu'il a envie de faire comme formation, etc., c'est une formation dont il s'assure de l'efficience. C'est important pour lui. Et pour lui, l'efficience, c'est quoi? Eh bien, c'est que ce soit effectivement social, que ça puisse être dans le partage avec d'autres qui ont les mêmes problématiques que lui, que ce soit local, que ça puisse être mobile et donc accessible. Donc, à la fois, cette notion, ce que j'appelle effectivement porosité des espaces-temps et des espaces-lieux et des supports, une pédagogie qui va être donc orientée assistance, c'est-à-dire près de moi, près de ce que j'ai besoin réellement, et également toutes ces dimensions coaching. On voit beaucoup réapparaître dans les cursus de formation des formations qui, d'une part, sont à distance, où on peut avoir des systèmes d'auto-formation assez importants, etc. C'est vrai, mais aussi parallèlement beaucoup de choses autour des ateliers pratiques, beaucoup de choses autour des learning labs, etc. Des choses où les gens veulent être ensemble pour fabriquer, pour agir, pour partager, pour être voilà, en co-construction des apprentissages, hein. Donc ça, alors, l'un des enjeux pour tous les organismes de formation, et notamment pour les formateurs en tant que tels, c'est d'avoir une approche de plus en plus orientée service. Alors vous allez me dire, c'est-à-dire, eh bien, c'est de pouvoir, par exemple, moi ce que j'ai mis en place dans certaines entreprises, c'est cette dimension du développement des services connexes autour de la transmission, c'est-à-dire la possibilité d'ouvrir des portes ouvertes d'ateliers thématiques, par exemple, d'ouvrir des classes virtuelles thématiques, d'ouvrir des labs vraiment où on fabriquait des choses, etc. Toute une sorte de choses connexes où les gens peuvent se retrouver en mode ouvert, ils viennent ou ils viennent pas, on n'est pas là dans l'obligation de, mais on est là dans quelque chose qui va être quelque chose pour nourrir le juste pour moi, notamment, qui va permettre d'ouvrir en fait un peu les méthodes pédagogiques, de gérer par exemple la plurimodalité. J'ai un exemple en tête avec Orange, par exemple, qui a mis en place un certain nombre de cursus de formation blended. Et alors c'est assez étonnant parce que l'apprenant, il va non seulement faire son parcours en fonction de ce dont il a besoin, ce qui peut être tout à fait ce dont il a besoin par rapport à ses compétences, ses capacités, aux objectifs, mais aussi par rapport à sa façon d'apprendre, hein. Donc il y a certains types de contenus qu'on peut, enfin, certains types d'objectifs pédagogiques qui peuvent être faits de différentes manières. Et chacun prend les manières qui lui conviennent. Et ça, c'est un point important également. Alors la dernière chose, et on passera aux questions, je pense, réponses après, parce que je vois qu'il y a une liste aussi de questions
qui vient et ça me semble important. Je voulais juste, bon évidemment, alors ça c'est sans doute un défaut, euh, voilà, c'est ma formation qui veut ça, mais je voudrais rappeler juste quelque chose, et c'est pour ça que personnellement, je suis assez enclin et que j'aime bien l'hybridation et la multimodalité dans les processus formatifs, c'est que pour moi c'est très écologique tout ça, parce que alors ces quatre images que vous voyez là, pour moi elles symbolisent véritablement la manière dont l'être humain apprend. Hein, depuis très longtemps, on nous dit vous connaissez cette fameuse phrase qu'on aime bien en France de Descartes, hein, qui dit je pense donc je suis. Alors, oui, bien sûr, c'est vrai, mais pas que. Je crois qu'on est avant tout des êtres de perception et on est aussi donc avec une très riche, une diversité énorme et un cerveau qui fonctionne de façon extrêmement complexe. Et ce qu'on sait et qui aujourd'hui est démontré, les neuroscientifiques nous ont bien démontré aujourd'hui, c'est qu'on est à la fois donc j'ai fait ici cette image, là c'est une gare de triage. Parce que l'apprentissage, ce que l'on va garder, ce que l'on va être en capacité de transformer, tout ça, cette attention, cette concentration, souvent on me dit en classe virtuelle, à distance, les gens ne sont pas concentrés, ils ont du mal à rester concentrés, etc. Bah, c'est pas plus qu'en présentiel à ce niveau-là. Simplement, on est tous différents et on a des filtres. Et nos filtres peuvent être nos croyances, nos préjugés, notre éducation, tout ce qu'on sait. Et tous ces filtres-là, eh bien, c'est important de les avoir identifiés, de pouvoir. C'est difficile, j'allais dire, dans un processus purement de transmission, c'est assez difficile. Et d'ailleurs, les MOOC le montrent assez bien. Ça, la limite des MOOC, on la voit très clairement, parce que très souvent, dans les MOOC, c'est fait que d'une seule manière et c'est transmissif, descendant d'une seule manière. Et là, on est plus proche du webinar ou on est plus proche de la conférence que de la formation, vous voyez. Donc, on voit bien que notre capacité à apprendre, notre capacité, on est avant tout une gare de triage. Et ce qu'on va garder, ce qu'on ne va pas garder, va dépendre énormément de l'un ou l'autre, de nos filtres personnels à chacun. L'autre chose aussi, c'est seul mais jamais sans les autres. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'être humain se débrouillera toujours pour être en lien. Quoi qu'on mette en place comme système, et on l'a vu avec les limites du e-learning au début. Moi, je me souviens aussi dans les années 80 où je créais des systèmes de AO et pourquoi ça ne marchait pas? Parce qu'on avait enlevé le lien. Pourquoi les MOOC ont tant de personnes qui sont super intéressées, stimulées, motivées au départ et puis enfin très peu de gens à l'arrivée? C'est parce que ça, bah, parfois, quand c'est pas assez présent dans le dispositif d'apprentissage, eh bien ça fonctionne pas. Et donc ça, c'est un besoin réel et l'être humain fera toujours tout pour ça. Autre chose aussi, c'est la multisensorialité. N'oublions jamais, quel que soit le dispositif, quel que soit ce que va faire le formateur, c'est que nous avons des sens et que nos sens, c'est notre premier capteur. Et que si déjà ce capteur-là, on ne le passe pas, eh ben, on ne garde pas. Et on ne va pas aller dans la mémoire de travail, ni dans la mémoire à long terme, etc., etc. On ne va pas faire ce travail. Notre cerveau ne le fera pas, parce que notre cerveau, il n'est pas si courageux que ça, hein, pour aller au-delà de nos... au départ, nos sens sont très importants. Et c'est important, cette multisensorialité. Donc, les dispositifs distants, oui, ils doivent aussi intégrer cette dimension-là. Alors, comment? Ben, il y a l'auditif, il y a le visuel, il y a le pratique. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de réalité augmentée, on parlait tout à l'heure d'objets connectés, etc. La réalité augmentée, par exemple. Ça, voilà un des champs qui, pour moi, au niveau de la pédagogie, va être très important dans les années qui viennent. J'en suis absolument sûre, parce que ça va toucher, ça va permettre aussi d'être dans le concret, d'être dans le pratique, de pouvoir porter les choses aussi par le sens kinesthésique. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est pour ça aussi que les ateliers en présence auront toujours lieu. Je ne crois pas au tout à distance, etc., évidemment. Et puis enfin, il y a une chose importante qu'il ne faut pas négliger, qui est ce qu'on appelle le désir mimétique. Le désir mimétique, on a un truc qui s'appelle les neurones miroirs dans notre cerveau, hein. Alors, je ne vais pas faire un cours là-dessus parce que ce n'est pas le but, mais c'est juste pour dire qu'on a besoin aussi de retour, de capitalisation, de renforcement positif. On a besoin de ça. Et ça, qu'est-ce qui va nous le donner? Ce
qui va nous le donner, c'est le formateur. Ce qui va nous le donner, donc la remédiation du formateur. On a besoin d'une identification, de pouvoir s'appuyer sur. Et ça, c'est aussi le formateur qui porte ça. Donc le formateur, dans un dispositif distant, on voit bien qu'il est là. Ça aussi, c'est un besoin, au même titre que seul jamais sans les autres. C'est pareil. Voilà. Donc tout ça pour dire que, pour moi, aujourd'hui, lorsqu'un dispositif pédagogique, qu'il soit à distance ou en présence, intègre ces dimensions-là, il est écologique pour l'individu. Et donc, il permet d'aller dans un dispositif où les gens de plus en plus vont avoir besoin d'agilité et de flexibilité pour pouvoir avoir une compétence adaptée. Et pour pouvoir avoir cette compétence adaptée, c'est important que le dispositif puisse être à la fois autour du juste pour moi, juste assez, juste à temps. Hein, c'est un petit peu l'idée aussi du quand je veux, comme je veux, où je veux. Hein, c'est un peu dans cet esprit-là. Et ça, moi, j'y crois beaucoup parce que ça, c'est pas par un souci de, c'est surtout par un souci d'efficience en fait, hein, d'efficacité pédagogique. Aujourd'hui, les gens ont besoin de cette efficacité pédagogique professionnellement parce qu'on leur demande d'être adaptable, on leur demande cette flexibilité.